Véronique Nguyen, bonjour. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes professeur affilié à HEC. Vous aviez publié il y a quelques années un livre sur le low cost, le business model du low cost aux éditions Erol. Aujourd'hui, vous vous inquiétez des conséquences de cette course effrénée au bas prix, avec notamment la paupérisation des classes moyennes qui concerne l'Europe, en particulier l'Europe du Sud. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Quelle est l'ampleur des dégâts? Alors, les dégâts se mesurent très clairement dans les statistiques. Donc, on a des données très claires, très explicites. Aux États-Unis, au cours de la présidence Obama, on a eu 10 millions de pauvres supplémentaires, ce qui fait qu'il y a 50 millions d'Américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En 20 ans, en Grande-Bretagne, on a 60% de ménages en plus qui sont passés dans la catégorie pauvre et on a 33% de ménages supplémentaires dans la catégorie des riches. Donc autant vous dire que la catégorie des classes moyennes est en train de se vider. Et on n'a même pas évoqué l'Europe du Sud. Et le phénomène est encore aggravé en Europe du Sud. Mais la paupérisation, elle s'accompagne d'autres phénomènes. Ces phénomènes sont bien connus. C'est la délocalisation, c'est la désindustrialisation, c'est le chômage endémique qu'on peut combattre, soi-disant. C'est la déflation. Donc il y a tout un cortège de phénomènes économiques qui vont de pair avec cette paupérisation et cette montée des inégalités. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement les mécanismes? Comment est-ce qu'on passe de la course au bas prix à la paupérisation des classes moyennes? Alors, ce phénomène de paupérisation, ce n'est pas un phénomène abrupt qui est arrivé brutalement comme la foudre qui s'abat sur une maison. C'est le résultat d'un programme politique délibéré qui est mené depuis 50 ans et auquel les États européens ont souscrit. Quand vous regardez attentivement le traité de Rome comme le traité de Lisbonne, les États européens ont abandonné toute souveraineté concernant les domaines du commerce et de la concurrence à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils se sont délestés de toute prérogative dans ces domaines. Et quel est le programme qui est mis en œuvre? C'est un programme de libre-échange, c'est-à-dire de suppression de toutes les entraves à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services. Est-ce que néanmoins, on ne peut pas voir aussi d'autres facteurs dans cette tendance? Je pense par exemple à l'automatisation, à la numérisation des tâches. Alors, je voudrais revenir, avant de répondre à cette question, à pourquoi ce libre-échange et cette accentuation de la concurrence a provoqué le marasme actuel. C'est-à-dire que ce que l'on observe aujourd'hui était tout à fait prévisible. Quand vous ouvrez grandes les vannes de la concurrence, vous avez des entreprises européennes et françaises qui sont confrontées à des concurrents qui ont des avantages de coûts qui sont irrattrapables. Quand vous avez des coûts salariaux qui sont 10 à 20 fois plus faibles, vous ne pouvez pas rattraper ce différentiel de coûts. Quand de surcroît vous avez un environnement législatif, social, environnemental qui vous pénalise, vous êtes vraiment handicapé. Et la bataille à laquelle on a condamné les entreprises françaises, c'était une bataille qui était perdue d'avance. Alors j'en reviens à ma question sur l'automatisation. Est-ce que là aussi c'est un facteur de paupérisation? C'est un facteur aggravant parce qu'effectivement l'économie n'est pas régulée, le progrès technique n'est pas régulé et aujourd'hui on s'aperçoit que les progrès de la technologie produisent ce qu'on appelle jobless growth, c'est-à-dire une croissance sans emploi et donc la mondialisation se double d'une mise en danger de l'humanité puisque finalement les progrès techniques ne vont pas assurer la prospérité à laquelle on pouvait s'attendre. Alors vous avez parlé de la mise en place d'une politique délibérée. Ouais. À qui profite-t-elle si les classes moyennes sont les perdantes? Qui sont les gagnants? Alors, les gagnants, il y en a un peu partout. D'abord, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont échappé à la guerre frontale sur les prix en mettant en œuvre une stratégie de différenciation. Donc, celles-ci, elles s'en sortent bien. Ensuite, il y a des nations qui ont pu faire valoir leurs différences, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, qui eux aussi s'en sortent bien. Et puis, dans les pays émergents, il y a toute une classe privilégiée, aisée, qui représente 15 à 20% de la population, qui s'en sort très très bien. Il y a eu donc un transfert de richesse de ces classes moyennes vers ces populations les plus riches dans les pays émergents. Exactement. Exactement. Alors, tout cela, ça nous permet de faire un procès définitif de la mondialisation, du libre-échange. C'est un échec, oui, on peut l'affirmer?
C'est un échec et il serait temps de tirer les conclusions que les faits que l'on observe aujourd'hui et qui sont indiscutables nous démontrent. C'est-à-dire que le règne du laisser-faire ne peut qu'aboutir à la loi de la jungle, à la guerre économique de tous contre tous. Et forcément, dans cet état de bataille féroce, il y aura des gagnants et des perdants, et il y aura des gagnants beaucoup moins nombreux que les perdants. Donc il va y avoir un désespoir, une désolation de plus en plus grande de l'humanité, et donc il est grand temps qu'on mette un terme à cet excès de libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme en tant que tel n'est pas néfaste, mais il doit s'exercer au sein de zones qui sont homogènes du point de vue du droit, du point de vue du développement économique et social, de façon à ce que tout le monde en bénéficie. Sinon, on crée des conditions de concurrence qui sont déloyales et qui font que les entreprises qui sont jetées en pâture ne peuvent que disparaître. Et donc, on a bien observé cette disparition progressive d'un certain nombre de secteurs, donc le textile, la chaussure, l'électronique, peut-être demain l'automobile et l'aéronautique. Donc, il est temps de protéger nos industries. Alors justement, on fait quoi? Comment est-ce qu'on protège ces classes moyennes? Je pense qu'il faut tout simplement revoir les traités européens. Il faut reprendre la souveraineté qui a été abandonnée et éventuellement aussi revoir l'euro. Pourquoi pas adopter la proposition de Stiglitz qui propose 2 euros, 1 euro pour l'Europe du Nord et 1 euro pour l'Europe du Sud, de façon à ce que la France, l'Espagne et l'Italie puissent avoir un levier d'action supplémentaire et puissent agir sur la monnaie. Eh bien, merci beaucoup Véronique Nguyen pour cet éclairage.